Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, sur le fauteuil des invités, j'ai fait venir une experte en stratégie de marque qui a fondé sa propre agence qui s'appelle Brandalis. Et cette experte, ce n'est autre que Sabine Maruchot. Salut Sabine, comment vas-tu ? Salut Marine, écoute, ça va super bien. Je suis ravie de t'avoir sur le fauteuil des invités de Work in Process. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu as bossé pendant 20 ans sur des grandes marques dans des groupes internationaux comme Clarins, LVMH, principalement dans des secteurs de la mode, des parfums, des cosmétiques, notamment pour Givenchy, Azzaro, Thierry Mugler, Porsche ou Swarovski. Et aujourd'hui, tu aides les entrepreneurs et les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui veulent créer une marque porteuse de sens à créer cette marque, à pérenniser leur activité tout en apportant une vraie valeur à leurs clients. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à ton sujet ? Non, c'est tout bon. T'as dit tout ce qu'il fallait. Je suis juste spécialisée en fait aujourd'hui dans des secteurs, dans des industries sensorielles en fait, particulièrement sur les secteurs lifestyle, beauté, mode, gastronomie, vin et spiritueux. Mais voilà, sinon, t'as été assez exhaustive. Génial. Alors, la première question que je vais te poser avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode, c'est pourquoi te spécialiser sur des industries sensorielles ? Alors moi je suis sensible, hein, j'ai une hypersensibilité en fait et tout ce qui est attrait au sens m'intéresse et c'est là que j'ai le plus de valeur ajoutée et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie d'aider les entrepreneurs de ces industries justement parce que c'est là que j'avais plus de créativité à leur apporter, que je pouvais plus les challenger. Et dans l'activité sensorielle, en fait, on pense beaucoup aux cinq sens, mais moi, ce qui me drive aussi beaucoup, c'est les autres significations en fait du mot sens. Hein, il y en a deux autres. C'est la direction qu'on peut donner. Hein, l'orientation. Moi, je suis quelqu'un d'assez structuré et j'apporte en fait ce fil conducteur en fait aux entrepreneurs que j'accompagne. Et l'autre partie, c'est la signification. Et je m'intéresse plus particulièrement en fait aux entrepreneurs qui créent des marques qui sont porteuses de sens en fait. Voilà, donc il y a les cinq sens hein, et ces deux notions d'orientation et de signification. Donc voilà. C'est génial. En fait, tu as pris un trait de ta personne et tu l'as mis au service finalement de ton activité et des personnes que tu accompagnes. Et je trouve que c'est un très très beau cadeau que tu peux faire. Étant moi-même hypersensible, je sais que on a un vrai don et que quand on arrive à l'utiliser, on fait des merveilles. Voilà. Aujourd'hui, Sabine, moi je t'ai fait venir pour parler d'un sujet sur lequel on a pas mal échangé sur LinkedIn. Et ce sujet, c'est comment est-ce qu'on peut construire une marque grâce au MVP, Minimum Viable Brand. Donc, si vous suivez le podcast, j'ai déjà fait un épisode sur le MVP, donc Product, mais là, aujourd'hui, on va parler de marque. Et déjà, Sabine, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une marque ? Oui, alors ce que j'ai pu constater, moi, en discutant avec les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de confusion autour du terme marque. Donc, c'est vrai que c'est super important de définir clairement ce terme avant d'entrer dans le vif du sujet. Et tu as bien raison de me poser la question. Alors, en fait, on réduit souvent à tort la marque à ses produits, son nom, son logo, son apparence, ses couleurs, ses visuels ou encore sa typographie, hein, voire ses messages. Mais en réalité, votre marque n'est pas ce à quoi vous ressemblez, ce que vous dites, ni même ce que vous vendez. Votre marque, c'est ce que les gens pensent, c'est ce qu'ils ressentent et disent de votre entreprise. Autrement dit, votre marque, c'est la façon dont vous êtes perçu par les autres. On pourrait même résumer en un mot hein, par le terme marque par le mot perception, en fait. Et c'est donc tout ce que les gens expérimentent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent hein, lorsqu'ils interagissent avec votre marque
qui va contribuer à former la perception qu'ils auront de votre entreprise. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, du site internet, de conversations avec les employés de l'entreprise ou encore la musique qu'ils vont entendre dans des boutiques, hein, et évidemment toutes les expériences avec les produits ou les services. Chaque interaction avec l'entreprise renforce ou affaiblit ces expériences. Et en fait, hein, qu'est-ce que ça veut dire? On contrôle jamais complètement sa marque, de la même manière qu'on contrôle jamais vraiment comment on est perçu ou ce que les gens peuvent penser de nous ou de notre entreprise. Pour autant, on ne peut pas laisser les autres décider de la valeur de notre propre entreprise et on ne peut pas non plus les forcer à percevoir ou à juger notre entreprise comme on en a envie. En revanche, on peut avoir une approche proactive pour générer des expériences qui vont façonner et entretenir la manière dont on veut être vu et perçu, plutôt que de laisser faire le hasard ou de laisser les autres décider pour soi de qui on est, comment on sera perçu et ce que l'on vaut. Et en fait, ça, c'est tout l'enjeu de la stratégie de marque et c'est le premier pas vers la construction d'une marque forte. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta première question. Ben écoute, c'était très clair et en parlant de marque, moi je sais que ça fait quelques années maintenant que je suis entrepreneur, bientôt 3 ans, et j'ai vu au début où je me suis lancée la notion de marque personnelle, de personal branding. On est d'accord que c'est le même fonctionnement qu'on soit un grand groupe ou une marque personnelle. C'est vraiment comment les autres nous perçoivent et ce qu'ils disent de nous finalement quand on n'est pas dans la pièce. Ouais, complètement. La marque commerciale, en fait, je dirais, c'est un step plus avancé. La marque commerciale, en fait, c'est finalement un prolongement de la marque personnelle, si je peux dire ça comme ça. Mais effectivement, dans la définition, par rapport à la définition que j'ai donnée avant, on peut vraiment appliquer la même idée. Donc la marque est une perception, que ce soit d'une entreprise ou que ce soit de l'entrepreneur lui-même en fait. Ok. Et qu'est-ce que c'est pour toi la MVB, donc Minimum Viable Brand? Alors la MVB, c'est une approche minimaliste qui consiste à déterminer les éléments clés qui vont permettre justement de façonner cette perception dès les premiers contacts avec l'entreprise, son service ou son produit. Il faut savoir que les grandes entreprises ont le luxe de concevoir une plateforme stratégique complète pour leur marque. Les jeunes entreprises qui démarrent, elles manquent souvent de temps et d'argent. Et en plus, si l'on considère la rapidité avec laquelle le marché peut évoluer aujourd'hui, elles ne peuvent pas se permettre de se lancer dans un processus de développement de marque long et laborieux hein, que requiert justement cette plateforme de marque. Et vous le savez certainement, et d'ailleurs Marine, hein, tu l'as très bien expliqué dans un précédent épisode du podcast, les jeunes startups utilisent depuis plusieurs années justement le concept de Minimum Viable Product, le MVP, pour tester des hypothèses de produits, de services, rapidement et avec un minimum de ressources, avant d'investir du temps et de l'argent à développer une version définitive. Eh bien, une MVB, elle va permettre justement d'adopter une approche similaire pour mettre au point sa marque. Et en fait, de même qu'un MVP permet de lancer un produit ou un service dans un délai très court et d'y apporter les améliorations nécessaires après le lancement, une MVB va offrir une alternative à justement cette fameuse plateforme de marque complète. Donc avec une MVB, on va consacrer le temps, les efforts et l'argent nécessaires pour développer un concept de marque minimal qui va permettre de guider l'entreprise et d'engager les clients, en fait. Donc la MVB permet de tester et de valider sa stratégie de marque avant de dépenser des sommes plus importantes en campagne de marketing élaborée et coûteuse. C'est vraiment le pendant du MVP, mais justement appliqué à la marque. Donc c'est vraiment cette idée principale de la MVB. D'accord, d'où l'importance finalement de travailler sa MVB comme son MVP au tout début, par exemple, avant de se lancer, que ce soit en tant qu'entrepreneur indépendant ou même en tant que marque, en tant qu'entreprise. Complètement. Et il y a plusieurs points en jeu ici. D'abord, parce qu'elle manque de temps et d'argent,
De nombreuses entreprises se précipitent sur le marché en pensant qu'un nom créatif, un logo sympa ou un slogan accrocheur sont tout ce dont elles ont besoin pour lancer leur idée de produit ou de service. Mais lancer une marque avec un simple logo ou un slogan, c'est comme commencer à construire une maison. J'aime bien cette analogie parce que tu utilises la même également. Tu vois, tu commences à construire une maison en choisissant les couleurs de peinture ou en installant une boîte aux lettres. Alors que, voilà, sans la substance d'une stratégie claire derrière, en fait, derrière tous ces signaux finalement superficiels, la marque, elle reste une simple façade. Or, on a tous entendu cette vérité, hein, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, et c'est souvent bien plus percutant qu'on ne l'imagine, surtout pour une marque en fait. Enfin, ça peut avoir pour conséquence une mauvaise image de marque qu'il devient ensuite très difficile de faire évoluer. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important de soigner sa première sortie afin de séduire sa cible, puisque votre produit ou service sera alors assimilé à la première impression que vous renverrez. C'était le premier point. Ensuite, on peut penser que tout ce dont ont besoin les entrepreneurs pour démarrer une entreprise, c'est un excellent produit. Mais avec tout le choix sur le marché aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. En tant que consommateur, on n'achète pas qu'un produit ou un service, hein. On veut les expériences que ce produit ou ce service nous donne. On choisit nos produits ou services avec nos émotions. Et ensuite seulement, on confirme nos achats avec la raison. Et donc l'idée va être de générer justement les bonnes expériences qui vont susciter ces émotions et faire la différence pour créer la préférence dès le début. Et pour ça, le MVP ne suffit pas. Et la MVB va justement permettre d'avoir cette approche proactive que je mentionnais avant. Non seulement elle va clarifier le positionnement de l'offre en mettant en avant sa valeur ajoutée, sa différenciation par rapport aux concurrents, mais elle va permettre de générer des expériences mémorables qui vont susciter les émotions que vous cherchez à provoquer et façonner la manière dont vous voulez être perçu, dont vous voulez être vu. Et en plus, elle va aussi aider à aligner l'équipe interne afin que tout ce que chacun fait contribue à générer des expériences cohérentes. Donc cela évitera que les clients ne se fassent une impression erronée de l'entreprise ou du produit ou du service, hein, ce qui conduirait à nuire à leur image. Hein. Et en fait, il y a un troisième point, d'un point de vue purement interne cette fois, c'est que la MVB va permettre de définir une vision claire qui favorise une forte implication au sein de l'entreprise. Enfin, quand je parle d'implication, c'est l'implication des employés. Et donc, sans tout ça, l'entreprise qui se lance a peu de chances de survivre à tous les défis qui se présentent à elle, et elle aura également très peu de chances de prospérer à mesure qu'elle se développe. Et tôt ou tard, elle se rend compte qu'elle n'attire ni les clients ni les investisseurs. Alors, elle va se retrancher, elle va préparer un pivot, elle va essayer et elle va échouer à nouveau, en fait. Et comme dit Einstein, c'est complètement fou de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Donc, autant tester les choses dès le départ. Ça se fait avec le produit, mais ça se fait aussi avec la marque, en fait. Je te rejoins totalement. En fait, quand on se lance, que ce soit en tant qu'entrepreneur indépendant, en tant qu'entreprise, start-up ou marque, c'est vraiment important en fait de penser à toute l'expérience, tout l'écosystème dans son ensemble. Effectivement, le MVP, donc product, ne suffit pas. Ça va poser une base, mais si vous créez un produit sans créer une expérience, dans ce cas, n'importe qui est capable, par exemple, de créer une paire de chaussures ou de créer un téléphone portable. Par contre, faire vivre une expérience inédite en générant des émotions, comme par exemple peut le faire Apple, ça, il y a très très peu de marques qui arrivent en tout cas à le faire de leur façon à eux. Donc c'est vraiment très important de songer à cette expérience pour tous les impacts que tu as cités, Sabine, que ce soit au niveau des clients, au niveau des collaborateurs, au niveau des opportunités, donc des financeurs, des partenaires, etc. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, Sabine, c'est comment concrètement est-ce qu'on crée un ou une MVB? Alors, je le disais tout à l'heure, la MVB est composée d'éléments clés. Donc, l'idée, c'est d'identifier, justement, de les identifier soigneusement et de les formuler clairement, en fait, avant de lancer quoi que ce soit. Et ensuite, on devra s'en servir comme d'un guide pour quand on se lancera sur le marché, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, la MVB, c'est une approche minimaliste qui consiste à définir ces éléments clés qui vont permettre de façonner la perception
que les consommateurs ont de la marque dès leur premier contact avec l'entreprise, son produit ou son service. Et ces éléments clés vont permettre de garantir l'alignement des parties prenantes à l'interne, ainsi que la pertinence et la différenciation de la marque à l'externe. Ça, c'est vraiment fondamental, en fait. Et ces points clés, on peut les regrouper en 6 points fondamentaux. Il y a d'abord ce que nous représentons, à savoir l'essence de la marque. Ensuite, ce en quoi nous croyons ou les valeurs fondamentales de la marque. Puis les personnes que nous cherchons à impliquer, notre ou nos cibles principales, ce que nous offrons ou encore l'expérience globale que nous proposons, ce qui nous distingue, à savoir les principaux facteurs de différenciation de la marque, de son produit ou de son service. Et enfin, ce que nous disons, ce que nous montrons à travers notamment notre logo, notre style et nos messages clés. Voilà, ça c'est les 6 points fondamentaux et si tu le souhaites, je peux préciser chacun des points. Avec plaisir. Voilà, c'est parti. Donc, le premier point, je le disais, c'est ce que nous représentons, hein, c'est quelle est l'essence de votre marque finalement. Faut savoir que l'essence de la marque, c'est l'idée centrale de l'entreprise. Parfois, on l'exprime sous forme de raison d'être ou d'un idéal vers lequel on tend. On peut également l'exprimer sous forme de vision ou sous forme de mission. Mais quelle que soit sa forme, en fait, elle doit incarner le pourquoi votre entreprise existe, votre contribution, votre empreinte dans l'univers, hein, comme le dirait Steve Jobs. Si je prends un exemple concret, celui de Patagonia par exemple, Patagonia existe pour sauver la planète. Et pour ce faire, Patagonia a choisi d'être un modèle et un outil de changement social. Voilà, ça c'était donc ce qui explique l'essence de la marque. Donc le premier point à développer quand on veut justement travailler sur sa MVB. Finalement, c'est un peu comme créer une philosophie d'entreprise, finalement. C'est quelles sont nos valeurs, notre ADN, qu'est-ce qui nous porte au quotidien pour aller vers notre objectif, vers notre destination. Oui, c'est vraiment la philosophie de l'entreprise. Pour ce qui est des valeurs, c'est le point numéro 2, justement. Hein, quelles sont les valeurs fondamentales? Et ce sont 2 points qui se rejoignent, qui sont liés, puisqu'effectivement, les valeurs découlent de la raison d'être, quelque part. Hein. Donc, les valeurs de votre marque constituent sa boussole morale. Elles vont déterminer son mode de fonctionnement et guider les décisions et les actions de votre marque au quotidien. Hein, ce sont ses principes, ses normes de conduite, même, et je dirais surtout, lorsque les choses deviennent difficiles. Voilà, c'est vraiment aux valeurs qu'on doit se rattacher hein, quand les choses deviennent compliquées, pour être vraiment ancré et être en phase avec sa raison d'être. Et donc ces valeurs doivent être claires, elles doivent être distinctives et actionnables. Et donc je vais continuer hein, sur l'exemple de Patagonia. Les valeurs fondamentales de la marque, ce sont la qualité. Alors ici, qualité, c'est extrême qualité. Hein, je crois même qu'ils ont une garantie de 100 ans sur leurs produits, pour dire à quel point la qualité est fondamentale dans leurs valeurs. Il y a aussi l'intégrité, l'engagement environnemental, évidemment, la justice et le non-conformisme. Voilà, ça c'est pour la partie des valeurs. Ensuite, le 3e point, c'était à qui vous vous adressez, quelles sont vos principales cibles. Et là, c'est un point assez challengeant pour les entrepreneurs, puisque c'est vrai que vos services ou vos produits peuvent intéresser de nombreux segments de marché ou de clients cibles différents, mais c'est quand même mieux de préciser le principal type ou groupe de personnes que vous souhaitez avoir comme client. Parce qu'avec des ressources limitées, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous ne devriez pas essayer de le faire d'ailleurs. Plus vous vous concentrez sur une cible de clients spécifiques, mieux la valeur de votre marque sera perçue en fait. Et on a tendance à penser que les données de clients les plus utiles sont les données démographiques. Hein. On pense notamment au sexe, à l'âge de la cible, les données comportementales ou encore économiques qui seraient davantage liées à leur pouvoir d'achat, au montant qu'ils sont prêts à dépenser pour des produits équivalents à ce qu'on propose. Mais en fait, ces données-là, elles vont effectivement nous aider
parce qu'elles nous permettent de choisir les médias et les canaux, par exemple, de communication pour les atteindre. Mais au cœur de la MVB, on va utiliser des caractéristiques beaucoup plus distinctives et significatives, telles que les problèmes, les douleurs, qu'on appelle aussi les pain points, les aspirations ou encore les besoins de vos clients. Parce que ça va nous aider à identifier en fait les lacunes de la concurrence et à définir plus précisément la marque de façon à toucher les points sensibles de nos clients idéaux, en fait. Et tout à l'heure, je disais que c'était challengeant pour les entrepreneurs parce que souvent, ils hésitent à identifier une cible spécifique pour leur marque par crainte de passer à côté d'autres opportunités. Mais l'intérêt justement de la MVB, c'est de tester et d'apprendre si on a fait les bons choix stratégiques ou non. Et le choix de la cible, en fait typiquement partie. Pour souligner ce point, moi, il y a un dicton que j'aime énormément. On a tendance à dire que choisir, c'est renoncer, alors qu'en réalité, choisir, c'est grandir et évoluer. Donc n'hésitez pas, faites des tests sur votre MVB, essayez différents publics pour voir lequel finalement va le mieux vous répondre, va le mieux répondre à votre proposition de valeur. Complètement. Moi aussi, j'aime beaucoup cette expression, Marine. Ensuite, je vais aborder le point que tu mentionnais, hein, le point que tu trouvais aussi très important dans un de tes commentaires, qui est celui de l'expérience globale qu'on va proposer. Parce que en fait, si on met en avant juste une proposition de valeur à travers son produit ou son service, ça peut vraiment limiter sa réflexion et sa flexibilité, et ça peut nous enfermer justement dans un produit ou un service spécifique. Et en fait, ça va limiter en fait les différentes options qu'on peut avoir si on veut ou si on doit explorer différentes versions ou configurations de produits ou services. Et en fait, ça va faire en sorte que la valeur qu'on va offrir va être principalement rationnelle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix du consommateur se fait d'abord principalement sur le plan émotionnel. Donc, il faut considérer plutôt l'expérience globale qu'on va offrir. Quel est le sentiment qu'on veut inspirer? Quelle est l'émotion qu'on veut susciter? Justement, pour en revenir à Patagonia, la marque vend certes des vêtements de plein air, ce qui serait le produit et donc l'aspect rationnel de son offre, mais sa mission, en fait, est plus noble, puisqu'elle est de fabriquer le meilleur produit sans causer de dommages inutiles, en utilisant le business pour inspirer et mettre en œuvre des réponses à la crise environnementale. Donc on voit qu'en termes d'expérience, il y a une connexion qui se fait à un niveau un peu plus noble ou plus profond. Et c'est ça qui va permettre justement de différencier également la marque d'une autre et qui va permettre de répondre pourquoi je choisis telle marque plutôt qu'une autre. Parce que justement, elle a provoqué chez moi des émotions à travers l'expérience qu'elle m'a fait partager. Et ces émotions, elles ont connecté à mes propres valeurs, en fait, qui, elles, sont elles-mêmes connectées à sa propre raison d'être quelque part. J'ai l'impression d'ailleurs que les émotions qui sont générées par les marques, qui en tout cas font bien leur travail de branding, elles sont justement rattachées à une transformation positive. Soit on va vers nos aspirations, soit on évite nos craintes. Est-ce que tu me confirmes ça, Sabine? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi, je parle plutôt de contributions, en fait, qui sont attachées à la vision de la marque, en fait. Les changements qu'elle souhaite provoquer, la transformation, comme tu le disais, finalement. Mais en fait, si on lit les deux idées, c'est la contribution à la transformation. L'idée qu'il faut retenir ici, c'est vraiment la contribution, mais à autrui, tu vois. Tu parlais d'aspiration. Moi, je parle de contribution parce que c'est par rapport à ton client. C'est qu'est-ce qu'est-ce que tu vas apporter à ton client? Quelle est la transformation que tu vas rendre possible? Quelle est ta contribution? Et effectivement, faut pas voir la raison d'être comme quelque chose de nombriliste, faut la voir dans son ensemble et voir la contribution que la marque a pu permettre en fait pour le client. Et du coup, le point suivant? Alors le point suivant, c'est ce qui nous distingue des autres marques. Ce sont nos principaux facteurs de différenciation. Justement, la différenciation, c'est peut-être le facteur le plus important dans la construction d'une marque. Et donc préciser ce qui nous distingue, ce qui distingue notre marque, c'est l'exercice le plus important finalement dans le développement de notre MVB. Les points clés de différence vont expliquer ce que l'on fait de différent, de meilleur que les autres options que
nos clients principaux pourraient envisager. Ça passe par les attributs du produit, les technologies, les ingrédients, les méthodes, les revendications. Même notre histoire peut être un facteur de différenciation possible. L'idée est d'utiliser dans sa MVB, en fait, les points de différence qui nous semblent les plus significatifs, enfin, qui semblent les plus significatifs, mais pour les clients cibles. Il faut limiter donc la sélection à 2 ou 5 points différenciateurs, et il ne faut pas les définir de façon trop étroite. Sinon, on va se retrouver bloqué, encore une fois, dans une conception de produit ou de service très spécifique en fait. Et encore, on est dans une phase de test, donc on a aussi envie d'ouvrir les champs des possibles, comme j'aime le dire, et pas trop fermer en fait ce qu'on propose. Mais on veut quand même avoir quelque chose de très cohérent. Justement, ce 5e point, c'est un point essentiel. C'est ce qui va nous permettre de répondre à la question finalement pourquoi notre marque plutôt qu'une autre. Et c'est ce qui doit être central en fait dans la réflexion de la marque. Et il me semble qu'il reste un dernier point. Alors oui, parce que une fois qu'on a défini ces points-là, justement, on va définir ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va montrer. Et ça se fait à travers notre logo, notre style et nos messages clés, en fait. Toute la façon dont on va exprimer ces éléments dans nos communications, en fait. Et effectivement, donc au minimum, on va avoir besoin du logo, des messages clés, ça peut être un slogan, et d'un style pour ses visuels et ses textes. Et il faudra aussi penser à développer son histoire de marque. C'est finalement dans ce court récit qu'on va présenter sa raison d'être. C'est son storytelling en somme. Et il faut bien comprendre que ces éléments doivent être élaborés sur la base des réponses aux questions qu'on s'est posées juste avant, donc des 5 points qui précèdent, et pas de ses préférences personnelles, qui elles sont subjectives et ne correspondent pas nécessairement en fait à sa cible ou à la vision de la marque. Justement, pour illustrer ce propos, le style de communication de la marque Patagonia, par exemple, il est axé sur l'authenticité, la transparence et l'engagement en faveur de la durabilité environnementale. Et tout ce que dit et montre Patagonia est complètement en phase avec les 5 points précédents qu'elle a bien définis. Tout est fluide, cohérent, et ça contribue à développer un sentiment de confiance chez le consommateur. Et on sait que la confiance est indispensable dans l'acte d'achat. En fait. Merci beaucoup Sabine de nous avoir partagé tout ça. Moi, ce que je retiens finalement, c'est que une MVB, Minimum Viable Brand, c'est une marque qui se construit par itération, c'est quelque chose d'agile qui va aussi se construire sur le terrain, c'est-à-dire on va aller questionner finalement peut-être les personnes avec lesquelles on a envie de travailler, on a envie de collaborer pour récupérer des verbatims, des façons de parler, des façons de voir notre propre marque pour pouvoir la construire et l'améliorer au fur et à mesure. Finalement, c'est comme un MVP. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est l'équivalent du MVP pour construire sa marque, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'achète pas qu'un produit, on achète finalement des expériences, et ça, c'est la marque qui peut les engendrer, en fait. Génial. On va finir sur cette phrase-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sabine, si on a des questions, si on a envie de t'envoyer du love ou si on veut suivre tes actualités? Je suis sur LinkedIn, donc on me retrouve facilement en tapant mon nom, Sabine Maruchot. On peut me contacter par messagerie perso en MP. Enfin, je suis tous les jours mon feed. Je poste assez régulièrement. En fait, je donne des tips. J'essaie d'illustrer un maximum mes tips justement avec des illustrations, comme j'ai pu le faire durant ce podcast, avec des exemples de marques qui m'interpellent, finalement qui sont des best practices de ce que j'ai envie de partager. Et puis voilà, je vais développer ma ligne éditoriale aussi. Donc évidemment, vous aurez compris, moi c'est
mon kiff, hein, si je peux dire ça comme ça, c'est les marques. Donc évidemment, l'essentiel de ma communication va être centré sur la marque, sur comment construire une marque forte et pérenne. Donc voilà, c'est sur LinkedIn que vous pouvez retrouver tout ça. Génial. Du coup, s'il y a des personnes qui sont en train de construire leur MVB ou qui songent à construire leur MVB, vous pouvez directement aller retrouver Sabine sur LinkedIn. Le lien de son profil sera dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Sabine pour ton expertise en stratégie de marque. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode invité. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.